Allez, c'est parti pour une nouvelle matinale gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP Patrimoine 24. Je suis avec Ramon Esteruelas. Ramon, bonjour. Bonjour Frédéric. Ramon, vous êtes product spécialiste action globale chez BNP PAM. On est ensemble pour faire le point sur l'actualité des marchés, l'environnement. C'est compliqué avec la guerre en Ukraine, on voit toutes les matières premières, c'est comme ça. L'approvisionnement en gaz, en pétrole, c'est compliqué. Ça remet vraiment en question le sujet de l'indépendance énergétique, de la transition énergétique. Vous en pensez quoi? Alors tout à fait, le conflit entre la Russie et l'Ukraine a mis le système énergétique vraiment à la première page des décisions des politiciens et des gouvernements, puisqu'il s'agit de la souveraineté énergétique. Et on a vu qu'on dépend du gaz et du pétrole, en certaine manière, de la Russie, et peut-être quand il y a des événements de volatilité géopolitique, on préfère être un peu indépendant d'un point de vue énergétique. Donc ça devient vraiment une opportunité, ça accélère l'opportunité d'investissement. Sur les matières premières et l'énergie, pour les investisseurs, il y a plusieurs options. Il y a soit aller en direct, entre guillemets, sur les matières premières elles-mêmes, soit aller sur les valeurs minières, les pétrolières, un peu sur l'amont, sur les producteurs. C'est un peu ça votre terrain de jeu. Oui, de façon tactique, c'est ça comment certains investisseurs se sont positionnés pour se bénéficier de la montée des prix des matières premières. Mais nous, c'est notre opinion que c'est plus intéressant peut-être de chercher les sociétés qui offrent des solutions environnementales pour accélérer ces transitions, pour être moins dépendants des combustibles fossiles. Et là, on voit que tactiquement, ça devient aussi très intéressant. Et quand des sociétés qui essayent de trouver des solutions, on peut citer quelques valeurs, quelques exemples, en France ou à l'étranger, n'importe où. Bien sûr, à titre illustratif, par exemple, il y a une société aux États-Unis qui s'appelle QuantumScape, c'est une petite société, et qui est en train de développer un nouvel type de batterie qui a une autonomie un peu plus importante. Et donc, ça nous permet de décentraliser un peu le système énergétique. Le stockage d'énergie est vraiment le point faible. Ok. Ramon, vous intervenez régulièrement. Vous avez souvent des vues où vous dites faut pas trop ça. Il y a le bruit de l'actualité. Faut pas trop s'arrêter au bruit de l'actualité. Faut prendre un peu de hauteur. Et c'est vrai que vous dites il y a des tendances de fond, et des tendances lourdes qui ne s'arrêtent pas. Vous pensez entre autres aux technologies. Vous dites le cloud par exemple. C'est rentré, c'est un marché, même si il y a des difficultés au niveau macroéconomique. Il y a des secteurs comme ça qui vont continuer à persévérer. Absolument. Il y a des tendances qui sont structurelles et qui s'accélèrent. Il y a quoi? Il y a le cloud. Par exemple, l'Internet des nuages, voilà. Avoir accès en mobilité. Après la pandémie, on a eu même l'expérience de travailler à distance. Et ça s'est accéléré, bien sûr, les logiciels autour du cloud. Mais pas seulement ça. Et ce qu'on appelle l'Internet des nuages, ou l'Internet des objets, qui est l'application de la technologie pour améliorer notre vie quotidienne. Ça aussi, ça s'accélère. On parle beaucoup de sécurité aussi. Alors, c'est peut-être à cause des Russes qui lancent beaucoup d'attaques, mais on parle beaucoup de cybersécurité. Absolument, c'était le troisième point. Et en effet, ça a aussi tactiquement augmenté, disons, l'intérêt de avoir des logiciels qui nous protègent, qui protègent nos données, en effet. Et pas seulement ça, qui protègent notre privacité, en effet, qui est aussi un sujet très important, oui. Il y a un sujet qui, je dirais pas à la mode, mais dont on parle beaucoup depuis quelques mois, c'est le métaverse. Moi, j'ai un peu du mal à me faire une religion parce que souvent, dans les technos, il y a du marketing. Le métavers, c'est un vrai marché ou pas encore? On est vraiment un peu au début. Parce que c'est la nouvelle version d'Internet 3.0. On avait une version plutôt pour les PC. Après, ça part en mobilité. Et maintenant, c'est beaucoup plus interactif, cette version d'Internet. Et donc, c'est très lié au jeu, en effet. Et c'est pour ça qu'on voit des sociétés comme Microsoft qui achètent Activision Blizzard, qui est une société qui est liée au jeu online. Donc, on est au début. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais on pense que si on entre dans des sociétés qui offrent, par exemple, des chips très spécialisés, semi-conducteurs, ou bien des logiciels très interactifs pour, accélérer l'usage de cette nouvelle Internet, le potentiel est gigantesque, c'est clair. Donc il faut se positionner maintenant en amont, parce que ça va bouger très vite. Sur ces tendances lourdes, structurantes que vous voyez, il y a beaucoup de techno, il y a aussi, vous dites, il y a des tendances très structurantes dans la sphère sociale.
Absolument. Et ça, on l'a vu, il y a une partie de la population, Frédéric, on appelle le milléniaux. C'est des gens qui sont nés entre les années 80 et la fin du XXe siècle. Et quand on fait des sondages à cette partie de la population, il y a un élément très important qui monte en puissance, qui est les inégalités. Oui. Alors, la façon d'investir en cherchant des sociétés qui vont discriminer moins l'accès au développement. Voilà. Et là, le filtre, ça va pas être un filtre sectoriel. On est susceptible de s'intéresser à tous les secteurs d'activité. Absolument. Mais pour un même secteur d'activité, on va privilégier les sociétés qui ont les meilleures pratiques sociales, c'est ça? Absolument. On peut citer des exemples ou pas? Il y a, par exemple, dans la tech, qui est un secteur où c'est très difficile d'embaucher du talent parce que c'est très mobile, disons, c'est très dynamique. Il y a une société dans le logiciel, dans la cybersécurité, Palo Alto. C'est une société d'une capitalisation de 60 milliards de dollars, assez importante. Et eux, par exemple, ils ont mis en place des mesures pour favoriser la formation, pour favoriser la mobilité. Il y a plus de diversité. Et là, il y a beaucoup de recherches qui concluent que ce type de sociétés sont plus durables et moins volatiles dans le temps. Parce que, sans doute, plus grande fidélité des salariés, meilleur environnement de travail, plus grande fidélité et donc moins de turnover. Oui. C'est très clair. Merci Ramon, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Jonathan Benarous. Jonathan, bonjour. Bonjour Frédéric. Jonathan, vous êtes directeur des réseaux externes chez Intential Patrimoine. On est ensemble pour faire le point sur votre actualité. Intential se lance sur l'épargne salariale. C'est nouveau, ça? Exactement. Ça va sortir le 2 mai et c'est une nouveauté puisque le groupe Apicil, après s'être développé sur la partie assurance, sur la partie bancaire, a décidé de se lancer sur l'épargne salariale car il y a un potentiel énorme sur ce marché. Bon, vous lancez une offre, ça s'appelle comment? Apicil Avenir PEI et Apicil Avenir Percoli. Donc deux enveloppes, l'une destinée au plan épargne entreprise et l'autre au PER collectif pour pouvoir guider le client vers la retraite. Jonathan, vous n'êtes pas le seul, enfin Intential ne va pas être le seul sur ce marché. Qu'est-ce qui vous différencie de l'offre qui existe déjà? Alors, c'est une réflexion qui est née depuis 2019 avec le lancement de la loi Pacte. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir comprendre le marché de l'épargne salariale. Et on a conçu et on a compris deux éléments. D'abord, le premier, c'est le taux d'équipement des salariés, notamment au niveau des entreprises de moins de 50 salariés, en PEE. 19% des entreprises sont équipés d'un plan épargne entreprise. Donc, il y a un boulevard énorme. Le deuxième point, c'est tout ce qui a été mis en place par la loi Pacte pour favoriser ce genre de placement, comme par exemple la suppression du forfait social pour les entreprises de moins de 50 salariés, le fait que le PEE soit déductible du résultat financier de l'entreprise, le fait que même si c'est bloqué 5 ans, il y a énormément de cas où le salarié peut débloquer cette épargne. Donc finalement, l'épargne d'entreprise permet de pouvoir répondre à énormément de sollicitations et de besoins pour le client. C'est demain, enfin c'est début mai que vous lancez cette offre en épargne salariale. Est-ce qu'on peut parler de vos objectifs sur 2022? On s'est fixé des objectifs chiffrés où on se dit on va voir comment le marché réagit? Les objectifs chiffrés sont de quelques dizaines de millions d'euros sur cette activité-là, mais c'est surtout de bien comprendre notre offre. Vous l'avez dit tout à l'heure, le marché est déjà préempté par 2 ou 3 mastodontes. L'idée, c'est de pouvoir disrupter ce marché. Et on a décidé de se positionner au travers de 2 points forts. Le premier, c'est le conseil. D'abord, le conseil digitalisé, avec bien évidemment une plateforme 100% digitale, tant pour le chef d'entreprise que pour le CGP ou pour le salarié. Toutes les opérations seront faites directement dessus, mais c'est surtout l'accompagnement. On sait que l'épargne salariale, c'est un métier d'accompagnement, de conseil. Et donc, nous avons créé une équipe de toutes pièces avec 4 personnes qui vont accompagner au quotidien les CGP dans leurs rendez-vous. Ça, c'est important, l'accompagnement. C'est extrêmement important. C'est bien d'avoir des produits à vendre, mais il faut aussi qu'ils soient entre guillemets, facilement vendables. Exactement. Et le deuxième point fort, c'est la simplicité de l'offre financière. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est le salarié qui va passer ces opérations. Et donc, il ne connaît pas les grandes maisons de gestion, il ne connaît pas forcément les noms des sociétés qui font le placement. Donc, nous avons décidé d'avoir une offre simple,
clair et uniquement avec des fonds thématiques pour pouvoir guider le mieux possible nos salariés et nos CGPI. Vous évoquiez tout à l'heure la loi Pacte. Pacte, c'est aussi le PER. Vous êtes très actif dans ce On domaine. est extrêmement actif, et ce depuis le lancement en 2019. Pratiquement 300 millions d'euros réalisés sur le PER, avec un gros canevas de collecte, le transfert. Et c'est vrai que depuis maintenant 18 mois, nous avons étoffé l'équipe qui gère les transferts pour pouvoir accompagner le mieux possible les CGPI, parce qu'au-delà de la déductibilité des versements et donc des campagnes de fin d'année, il y a énormément d'argent à aller récupérer au travers des transferts de Père de Madeleine, d'article 83 et d'autres produits de retraite. Quand est apparu le PER, certains ont dit « Oh là là, ça va faire de l'ombre à l'assurance vie ». Absolument. Et en fait, le retour d'expérience, c'est que non. En Ce fait, sont- l'assurance vie a sa propre dynamique, et là aussi, il y a de la transférabilité. Alors, tout à fait. Je confirme, ce sont deux enveloppes qui vivent leur vie parce que, avec parfois des objectifs patrimoniaux qui sont totalement distincts, et les deux se sont extrêmement bien développés sur les 3 dernières années. Pour revenir à la transférabilité de l'assurance vie, bien évidemment, vous faites écho à une de nos actualités, c'est la possibilité de pouvoir transférer des anciens contrats d'assurance vie vers des nouveaux contrats. Donc finalement, faire du neuf avec du vieux. Et donc l'idée, c'est de pouvoir prendre des anciens contrats qui sont peu dotés en termes de solutions financières, avec un taux de digitalisation qui est extrêmement faible, et de pouvoir les amener vers ce qu'on fait de mieux aujourd'hui chez Intential, tant sur la gamme française que sur la gamme luxembourgeoise, et donc de pouvoir continuer à suivre le client de la meilleure des façons en lui offrant la totalité des services. Le transfert du contrat d'assurance vie, sur le papier, c'est séduisant. Parfois, bon, faut le dire, des fois, la mise en œuvre est un petit peu complexe. Des fois, ça bloque dans les tuyaux. Ça peut pas être un frein? Absolument pas. Parce qu'il faut garder en tête une chose, chez Intential, tout se fait via le digital. Donc, pour synthétiser, il y a un bouton transfert, un rachat de contrat et une ouverture dans la foulée, avec bien évidemment conservation de l'intégrité fiscale. Voilà. Donc tout se fait étape après étape. Il y a 4 étapes à retenir, et une fois que c'est fait, le client n'a plus rien à faire. Il reçoit les nouvelles CP du nouveau contrat et il a accès à l'ensemble de nos offres. C'est vrai que la praticité, le fait que ce soit aisé, simple, que ça ne bloque pas, c'est ce que recherchent les partenaires CGP. Mais c'est capital. En capital. fait, il faut pouvoir expliquer la démarche au client, mais lui mettre en avant l'ensemble des avantages liés à ce transfert, ça n'a pas de prix. Très clairement, un client qui a fait confiance à un CGP il y a quelques années, qui n'a pas pu bénéficier de toutes les nouveautés, de tous les avantages qu'aujourd'hui un nouveau client peut avoir, lui donner cette possibilité-là d'en bénéficier, c'est extrêmement valorisant pour le CGP à partir du moment où on lui explique les tenants et les aboutissants. C'est clair. Merci Jonathan d'avoir été avec nous, et puis on vous souhaite succès sur ce lancement de l'offre épargne salariale. Merci beaucoup Frédéric, à bientôt. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Arik Poney. Arik, bonjour. Bonjour Frédéric. Arik, vous êtes le directeur commercial d'Histoire et Patrimoine. On est ensemble pour parler d'une de vos actualités, une très belle opération dont vous semblez être très fier, à Fontenay-Trésigny. Effectivement. C'est quoi ? Alors Fontenay-Trésigny, c'est en Seine-et-Marne, donc à toute proximité en Ile-de-France, toute proximité de Paris. Et c'est une opération dont on est fier, Frédéric, parce que vous savez qu'on a une équipe de développement qui recherche des immeubles, donc dont c'est le métier d'aller des monuments historiques, voir les mairies, voir les propriétaires, etc. Mais là, c'est pas un propriétaire ou une mairie qui est venu nous chercher, c'est la DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles. Ah, c'est une forme de reconnaissance pour vous, non ? Exactement. C'est l'administration qui gère l'ensemble des biens culturels en région, notamment les monuments historiques. Et c'est pour ça qu'ils sont venus nous chercher, puisqu'il y avait le château du Duc d'Épernon, qui est un très très beau château, donc à Fontenay-Trésigny, qui avait été repris par un opérateur il y a quelques années. Malheureusement, cet opérateur a fait défaut. Défaillance. L'importance, et ça me permet de souligner aussi, Frédéric, l'importance de l'opérateur. Vous savez que dans nos montages, il y a un risque, alors minime, mais en tout cas, il y a un risque que l'opérateur soit défaillant et donc n'aille pas au bout de l'opération, donc ce qui contraint les propriétaires à perdre l'avantage fiscal, à avoir payé sans avoir cet avantage fiscal. Et c'est pour ça qu'on a été sollicité par la DRAC. Le bâtiment était en train de dépérir et
sur notre renommée et surtout sur le fait qu'on adhère à un grand groupe. Vous savez qu'on est filié à 100% du groupe Altaria. Ils sont venus nous chercher pour réhabiliter ce formidable château, donc le château du Duc d'Épernon à Fontenay. Bon, ça c'est une vraie reconnaissance, on est content pour vous. C'est des chantiers sur quoi, 2-3 ans? C'est lourd. C'est des chantiers qui durent 3 ans pour des raisons de complexité de chantier, vous l'avez souligné, mais c'est aussi des chantiers qui durent 3 ans pour optimiser fiscalement. Ça me permet aussi de rebondir sur comment fonctionnent un peu les appels de fonds quand on est en monument historique ou en déficit foncier. Oui. C'est vraiment au choix du client. Donc, le CGP va construire un montage financier qui concourt à gommer le maximum et gommer le maximum de revenus, avoir un maximum d'effet fiscal. Et en fonction de ses besoins, on peut appeler 50%, 30%, 20%, sans être obligé de respecter les prescriptions comme on peut le faire dans le neuf ou quand on est en Malraux, ce qui est un peu différent d'ailleurs. Là, on était une opération sur Fontenay-Trésigny en Ile-de-France. Vous avez une opération monument historique à Clermont-Ferrand. Et oui. On peut en parler? Bien sûr. Il se passe quoi? Alors ça, c'est la pépite, c'est ce qui est un peu rare. Conjuguer grande ville et monument historique, c'est pratiquement impossible. On sait que dans les centres-villes urbains... tout a déjà été moissonné. Hein. Voilà, exactement. Et là, se trouvait l'Hôtel-Dieu. Donc, c'est un Hôtel-Dieu qui est très connu de toute la région, de tous les habitants de Clermont-Ferrand, qui n'est plus utilisé puisqu'il y a un nouvel hôpital qui a été construit. Et dans le cadre de la réhabilitation globale du centre-ville de Clermont-Ferrand, la ville de Clermont-Ferrand a cherché un opérateur et là, encore une fois, nous avons répondu à un appel d'offres, nous avons remporté ce concours et donc nous pouvons proposer un monument historique 123 lots en plein centre-ville de Clermont-Ferrand, pas très loin de la place de Jaude, si vous la connaissez, elle est emblématique de Clermont-Ferrand, et complètement réhabilitée, pareil, sur 3 ans. On commence la commercialisation depuis 2 semaines. On est sur des tickets de combien à combien? On est sur des tickets qui peut parler un peu argent. Alors, encore une fois, on est toujours sur des montants un peu élevés quand on parle de coûts de réhabilitation. Néanmoins, on peut commencer à appréhender du monument historique à partir de 200 000 €. D'accord. On en a sur Clermont-Ferrand notamment. Alors, pas beaucoup, hein. La majorité de nos lots vont se situer entre 350 et 450 000 €, c'est là où on a le gros. Et on essaie quand même de limiter les hauts, quand on peut, les hauts montants, de manière à ne pas dépasser les 650 000 € d'investissement, qui reste une enveloppe finançable pour l'investisseur, entendable dans un projet et surtout accessible un peu au plus grand nombre. Oui, c'est ça, il faut trouver le point d'équilibre. Allez, une dernière opération à Blois, là c'est du Malraux, je crois. Et oui, c'est du Malraux, encore une fois, centre-ville. Alors, généralement, quand on est en centre-ville, effectivement, c'est du Malraux, puisqu'on est dans le secteur sauvegardé, le fameux PSMV qui permet la réhabilitation en loi Malraux. Un hôtel-dieu, là aussi, sur les bords de Loire, un magnifique hôtel-dieu qui donne sur la Loire, pas très loin du château de Blois qui a connu Louis XII, quelques passages, pas très loin non plus de Chambord où François Ier a séjourné notamment. Et une vous êtes venu pour nous faire rêver. Hein. C'est ça, 97 lots. Un bâtiment qui est en plus monument historique, ça me permet aussi de rebondir, Frédéric, et de vous donner une information. Quand on est en loi Malraux, on bénéficie de l'avantage loi Malraux, mais comme le bâtiment est classé, on bénéficie toute la vie durant du logement des avantages du monument historique, après une période de 2 ans, parce qu'on ne peut pas conjuguer et monument historique et loi Malraux. Mais après cette période de 2 ans, l'ensemble des travaux sera aussi éligible aux travaux de monuments historiques. Sur Blois, ça sera disponible quand? Sur Blois, c'est lancé aussi. Donc, Fontenay-Trésigny, on le lance aujourd'hui. Donc, on est vraiment dans l'actualité chaude. On est dans l'actu chaude. Blois et Clermont ont été lancés il y a 2 semaines avec déjà un petit succès. On n'est pas loin de 15-20% de réservation sur des programmes qui dépassent 100 lots. Donc, c'est aussi notre force, hein, c'est qu'on sait faire des programmes qui permettent à tous les CGP de trouver chaussures à leurs pieds et d'être agréablement surpris encore une fois. Oui, parce qu'on est sur du produit, c'est pas du produit de niche, mais du produit très haut de gamme. On n'est pas sur du volume. On n'est pas sur de l'artisanat. On n'est pas sur du volume, mais très souvent, les intérêts des uns convergent vers le même type d'appartement, souvent 2 pièces, bien situé, bien orienté. Et c'est vrai que la frustration que peuvent avoir les CGP, c'est de s'être fait piquer le lot, de ne pas pouvoir proposer. L'avantage avec des monuments historiques ou des produits Malraux comme on propose, c'est d'avoir le choix et de permettre, si on a loupé un bel appartement, de pouvoir en tout cas proposer un appartement du même type à l'ensemble de ses clients. Côté accompagnement, parce que effectivement pour le CGP c'est du produit haut de gamme, il y a des impacts fiscaux, ça ne se vend pas comme un studio étudiant quelconque. Il y a un peu de technicité, vous accompagnez? Alors chez nous c'est tout à la carte.
il y a le CGP choisi. Il peut nous demander un accompagnement global, c'est-à-dire qu'il nous sollicite, il nous donne les références de son client, peut l'accompagner en rendez-vous, faire les visites. C'est souvent un impact important d'aller visiter un château, de le voir un peu dans l'état et de se projeter. Faire les simulations, je vous en ai parlé. Faire le suivi du financement, c'est aussi un avantage. Et en plus, on a la gestion après, la post-livraison, la gestion qui permet au CGP de vendre une solution clé en main en fonction de ce que lui a décidé avec son client. Il a construit le projet de son client et il va nous choisir soit sur la totalité, soit ponctuellement quand il en a besoin. C'est très clair. Merci Eric Poinet d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À bientôt. À bientôt.